Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Ça, c'est les jeux qui sont dans ma bibliothèque et que j'ai jamais joué ou éventuellement pour certains rares joué une fois, mais pas en MJ, juste en joueur, quoi. Et voilà, est-ce que c'est un PB? Je sais pas. Bon, vite fait, hein, qu'est-ce qu'on a? On a du Chin, donc voilà, jamais, j'y ai joué une fois en one shot en tant que PJ, mais j'ai jamais fini de le lire et je l'ai jamais master. Le fameux Earthdawn, donc tout ça c'est Earthdawn, donc Earthdawn j'ai joué une fois en PJ. J'ai jamais lu, jamais maîtrisé évidemment. On a aussi des petits trucs, Nécromancien, voilà, ça c'est des jeux expérimentaux par Imnea, des bords de Micelle, je vous conseille, hein, c'est ouf. Mais j'ai pas lu, j'ai pas joué, je veux dire. Sombre, je te parle souvent de Sombre, mais en fait, il y a plein de scénarios dans les suppléments que j'ai achetés que j'ai jamais joué. Quoi, Toy Scary, je sais que c'est une dinguerie, j'ai jamais joué. Euh, j'ai la campagne Immortalis, c'est du DK System. Malheureusement, jamais joué, ça a l'air cool. Mais alors, du coup, en plus, campagne, bah, ça me fait peur, quoi. Est-ce que je vais tenir la distance? Scénario d'horreur gothique de Sombre, exceptionnel, exceptionnel, jamais joué. Deep Space Gore, putain, pourtant, ça, c'est un scénario, ils jouent en un quart d'heure. C'est une pure dinguerie. Et voilà, je connais parce que je l'ai lu, mais j'ai jamais joué. Voilà encore du débord de Micelle. Les Contes du Dragon, donc les scénarios pour Dragon de Poche. Dragon de Poche, j'ai joué une fois. Peut-être voilà, une demi-fois en plus. Et j'ai jamais joué les scénarios. Chronique des Féales, jamais lu, jamais joué. Là, c'est nouveau, ça vient d'arriver après l'accident. Je suis sûr que c'est génial. Encore pas joué. Voilà. Étrange France, pas lu. Bon, il y a des petits trucs là, jeu de rôle junior. Bon, c'est tout d'initiation, mais bon, ça m'intéresserait de le faire jouer, quoi. Le fameux backslash, pas encore lu. Ah, on a du Chronique des Féales. Troublemakers, voilà, ça c'est pour jouer du Stranger Things en gros, des Goonies. Donc je pense que ça peut être cool, pas encore lu. Symbaroum, voilà, du Medfan, Dark Fantasy, Forestière, ça devrait me plaire quoi. J'ai commencé à lire la cosmogonie, j'ai baillé, je me suis endormi, j'ai arrêté. Ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, hein. C'est-à-dire que du coup, t'as aussi tout, tous les PDF qui sont mon disque dur, ça représente, je pense, beaucoup plus de texte que ce que je t'ai montré. T'as mes propres jeux. Alors je vois que j'ai quand même joué au moins une fois tous mes jeux, mais il y a des jeux, j'ai vraiment... Certains de mes jeux, c'est vraiment pas assez joué à mon goût. Il y a plein de jeux Milvaux qui ont été faits par la communauté. Il y en a plein, en fait, auxquels j'ai jamais joué, ou peut-être juste une fois. Voilà. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'archipel et de l'océan. Dernier contenu sur la série Tes masques de MJ. Je pense que tu entends que je suis enroué. Bon, je me suis dit, show must go on. On y va quand même, bon, faut que j'enregistre. J'espère que ça va aller. En fait, ce qu'on joue n'est qu'un archipel dans l'océan de nos envies, quoi. Et ça, c'est même plus un problème de riche, hein, parce que il y a un océan de bons jeux gratuits en print and play. Donc même les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des jeux physiques, eh bien aujourd'hui sont inondées par les jeux, quoi. Donc en fait, quelle approche on va avoir par rapport à ce truc-là que ce qu'on a envie de jouer, eh ben c'est bien plus important que ce qu'on joue vraiment, quoi. On n'est pas du tout à jour en fait sur notre wishlist. Même, tu vois, moi je joue quand même une fois par semaine, des fois deux fois par semaine, et je cours quand même toujours après ma wishlist. Donc je parle même pas des personnes qui jouent
qu'une fois par mois, ou qui, pour chaque jeu, font une longue campagne. Et donc, une fois que t'es parti sur un jeu, t'en as pour 3 ans, tu fais que ça. Voilà. Donc, comment on va traiter ça, cette espèce de grand écart entre ce qu'on arrive à jouer et tout ce qu'on voudrait jouer. Il y a un peu 4 étapes. Questionner d'abord, ensuite accepter, ou remédier, ou désherber. Alors questionner, cette étape-là, c'est une proposition de Guillaume Rioux totalement. Je remercie encore Guillaume. Euh, Questionner, c'est-à-dire pourquoi on achète des jeux alors qu'on sait pertinemment que on n'a déjà pas joué à tout ce qu'on a, quoi. Pour Guillaume, il y a l'idée que chaque joueuse poursuit une quête rôliste personnelle. La recherche, enfin, on parle souvent du Graal rôliste, quoi. La recherche d'un Graal, du jeu ultime. Lors du premier contact avec le jeu de rôle, on éprouve une émotion contrastée. On en pressent l'immense potentiel, mais on est également confronté à une certaine frustration, à un sentiment que ça pourrait être encore mieux, et que ce que nous avons vécu. Et notamment quand le premier contact survient très jeune, avec des jeux, scénarios, groupes ou MJ partiellement dysfonctionnels, quoi. Ouais, mon premier scénario d'HeroQuest, c'était hyper basique, hein, et j'ai pas eu tout de suite le sentiment qu'il y avait mieux, mais au bout d'un moment, tu comprends effectivement que ta pratique, elle pourrait être meilleure, quoi, même si tu sais pas exactement comment, mais tu finis par comprendre que il existe peut-être dans l'univers des jeux ou des pratiques qui sont plus intéressantes que ta pratique actuelle et que tu voudrais découvrir. Donc voilà, néanmoins, on a entendu l'appel du jeu de rôle et on en a fait notre quête rôliste. Trouver ou créer des parties idéales. Cette hypothèse de quête rôliste, selon Guillaume, elle a plusieurs implications. Déjà, il y a la persistance d'une légère insatisfaction qui explique que les rôlistes vont continuer d'acheter de nouveaux livres alors qu'il y a suffisamment de matériel pour jouer. En fait, on espère découvrir le jeu qui nous correspond parfaitement et à défaut, eh bien, on va extraire les meilleurs aspects de chaque jeu pour composer le nôtre. Alors, note personnelle de Thomas, en ce qui me concerne, je ne pense pas être à la recherche d'un Graal, je suis plutôt à la recherche d'un éclectisme. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas une pratique parfaite. Ce qui m'intéresse, c'est de tester toutes les pratiques. Mais bon, du coup, ça n'aide pas du tout à freiner mon acquisition de jeu, hein, tu vois, pour le coup. Donc, j'ai quand même le problème. Pour Guillaume, obtenir le jeu idéal ne suffit pas. Il faut encore pouvoir le mener. L'achat de nouveaux livres vise alors à obtenir des conseils de maîtrise. Il faut enfin trouver d'autres joueuses, et donc l'achat retrouve une part militante. Acheter des jeux, en fait, ça contribue au maintien d'une présence du jeu de rôle dans le monde culturel, afin d'attirer de nouveaux participants et faire exister une culture rôliste. Alors c'est vrai que des fois, tu vas baquer un jeu et c'est de l'achat militant, quoi. Entre guillemets, t'es pas du tout sûr de le jouer, mais tu soutiens l'auteur ou la boîte d'édition, enfin, tu soutiens le milieu en général, quoi. D'après Guillaume, quelles sont les fonctions d'un livre de jeu de rôle? On peut en attendre, en premier lieu, du matériel de jeu à faire jouer tel quel, mais également ça peut être juste des éléments d'inspiration pour écrire les scénarios d'un autre jeu, notamment en utilisant le lore et les illustrations d'un livre. Ça peut être du matériel de création, on va hybrider différents systèmes pour créer son propre jeu, quoi. Enfin, pour Guillaume, l'achat de livres de jeux de rôle, ça peut avoir une autre fonction que d'être utilisé pour le jeu en lui-même, mais dans une optique, par exemple, de bibliographie. En fait, on va ficher le jeu sur le grog. Une optique de journalisme, on va faire une présentation du jeu, on va faire un unboxing, euh, ou une optique de recherche, quoi, si on a prévu de faire une conférence, un papier sur... on va peut-être acheter des jeux et les lire juste pour pouvoir dire ce que... parler dans notre papier, dans notre présentation et tout. Guillaume se demande qu'est-ce que moi, Guillaume, je cherche dans un livre de jeu de rôle. À terme, chaque rôliste pourrait se rédiger une liste succincte d'attentes pour guider ses choix de manière consciente. À titre personnel, par exemple, pour Guillaume, son critère principal, c'est un système original. Pour la recherche, tu vois, parce que, bon, du coup, il va faire des papiers de recherche, donc il va peut-être en priorité acheter des livres originaux. Son critère secondaire, c'est une préparation plus rapide. Actuellement, là, c'est pour le jouer, quoi. Et pour d'autres, ce sera l'ampleur du lore, etc. Et tout. Donc, voilà, donc on a
chacun a ses critères de recherche. Ça peut être bien de les formaliser un peu pour ne pas non plus acheter à l'aveugle et savoir pourquoi on achète un jeu. Acheter ou se procurer, enfin, j'ai souvent dit racheter, mais je parle aussi des jeux gratuits que tu peux télécharger en PDF et tout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport, voilà, par rapport à cet océan? Nous, on est sur notre archipel des jeux qu'on arrive à jouer. Autour de nous, il y a l'océan. Qu'est-ce qu'on fait? Première approche, c'est accepter. Accepter que l'océan ne se videra jamais. Il y a un terme japonais pour en fait la collectionnite, ça s'appelle le tsundoku, l'accumulation, je crois que c'est notamment de livres. Et du côté européen, il y avait Umberto Eco, qui était connu en fait pour posséder des milliers de livres qu'il n'avait pas encore lus, mais c'était pas un problème à ses yeux en fait. Pour lui, il y avait beaucoup plus de livres non lus que de livres lus, hein. Et ça représentait en fait une bibliothèque personnelle. En tant que chercheur et créatif, il pouvait la mobiliser si besoin. Il fallait que le livre soit à disposition. Peut-être que il faudrait 20 ans pour le sortir de la bibliothèque, mais à un moment, le livre serait utile. Et donc, dans notre cas, rôliste, bah oui, un jeu peut être inspirant pour un autre jeu plutôt qu'être joué en tant que tel, quoi. Donc, je sais pas, peut-être qu'un jour, j'ai n'importe quoi, j'aurais envie de faire une partie de Inforenza un peu shonen. Pourquoi Inforenza? Parce que je connais, voilà, je maîtrise les règles et tout, quoi. En plus, il y a déjà un hack d'Inforenza qui s'appelle Le Monde des Brumes, qui est fait pour jouer pas du shonen, du wuxia, du film de sabre. Mais je pourrais être intéressé à apprendre Tsin, bah, pour avoir des inspirations pour mon scénario de Inforenza, Monde des Brumes, tu vois. Et du coup, je vais pas apprendre les règles de Tsin, je vais juste utiliser une petite partie du contexte. Il y a un autre terme, c'est le bovarolisme. C'est dérivé du bovarisme. Le bovarisme, en fait, c'est l'idée de que on lit des livres pour se plonger dans une rêverie, quand bien même ça pourrait avoir une influence néfaste sur notre vie et tout, mais pour vivre une autre vie, quoi. Et le bovarolisme, en fait, donc voilà, le bovarisme, c'est la rêverie littéraire. Le bovarolisme, c'est une autre forme de rêverie littéraire, mais qui vient de la lecture de jeux de rôle, et qui fait que l'expérience rôliste, elle démarre dès la lecture, voire dès le feuilletage. On va s'immerger par les images, par la lecture en diagonale, et des fois, en fait, le bovarolisme, bah, ça suffit, quoi. Cette rêverie, elle nous nourrit déjà, et tant pis si on va pas plus loin en lisant totalement, ou en faisant jouer. Alors, Guillaume Rioux refait un petit encart sur l'achat militant. Il lui arrive d'acheter des jeux auxquels il sait qu'il jouera pas. Parce que, par exemple, il n'a pas une table adaptée à la proposition. On a beaucoup à avoir ce problème-là. Mais, comme il semble important que ce jeu existe, eh ben, il achète pour soutenir l'auteur. Donc ça, c'est accepté. Voilà, donc, grosso modo, quand tu as constaté tout ça, tu dis, bah en fait, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave d'avoir trop de jeux qui prennent la poussière et que peut-être on jouera jamais. La deuxième option, c'est remédier. Donc là, on considère en fait que l'océan, c'est un problème, et on veut y remédier. On prend sa petite cuillère, et on essaye de vider l'océan. En fait, si tu sens que l'écart entre ton stock de jeux non lus, non joués, et ce que tu joues est trop important, qu'est-ce que tu peux faire? Étape numéro 1, c'est lister tes jeux. Là, c'est un peu ce que j'ai fait là, quelque part. Tu vas lister au moins les jeux que tu n'as jamais joués. Moi, j'ai fait ça sur un tableur Excel, quoi. J'adore les tableurs Excel. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Et du coup, j'ai mis une catégorie par genre narratif et j'ai mis ici un score de hype sur 5. Donc 5 sur 5, c'est un jeu, j'aimerais quand même vraiment y jouer bientôt, quoi. Et 1 sur 5, vraiment, ce sera quand j'aurai vraiment plus rien à jouer, je jouerai ça, quoi. Tu vas estimer aussi peut-être le temps de lecture et de jeu, quoi. Donc moi, par exemple, j'ai 60 jeux papier non joués.
Alors, je sais plus pourquoi. Ça va être 60 en comptant les suppléments, hein. Ça fait environ 100, j'ai calculé que ça faisait environ 180 heures de lecture, environ 240 heures de jeu. C'est dans l'optique où je ne fais jouer chaque jeu qu'une fois ou deux. Si je fais jouer plus, bon bah, le chiffre grandit quoi, bien sûr. Sachant qu'en moyenne, moi je joue 3 heures par semaine. Allez, 6 heures si j'arrive à caler 2 parties, mais c'est quand même rare, 2 parties par semaine. Donc en fait, ça me ferait 1 an et demi de jeu pour speedrunner ma bibliothèque. C'est-à-dire faire une partie de chaque jeu, enfin de chaque supplément, tu vois, ça irait plus vite si je me dis juste, là, je prends Hearthstone, je fais juste un one-shot de Hearthstone, donc genre je vais sans doute pas utiliser les suppléments, je vais juste prendre le livre de base, et essayer de faire une partie avec le livre de base. Bah déjà, quand tu fais cette simulation, ça dégonfle un petit peu la... Tu dis, ah, c'est peut-être pas si exorbitant. En fait, c'est surtout que il y a... C'est-à-dire que de l'autre côté, je pense qu'il faut que tu identifies c'est quoi tes jeux doudou, bah, qui sont peut-être tes Graal, hein, pour le coup, mais t'as sûrement des jeux doudou, en fait, auxquels tu joues tout le temps, et qui t'empêchent à jouer un peu à tous ces jeux-là un peu mal aimés. Et du coup, faut envisager, est-ce que tu mettrais pas tes jeux doudou en pause? Donc moi, par exemple, je jouais beaucoup au Sylvonaut, mon dernier jeu niveau, parce que je le testais, tout ça. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit, Thomas, t'en es à ta, je sais pas, 15e partie de Sylvonaut. Bah oui, faut pas t'étonner que tu peux pas jouer à autre chose. Du coup, bon, je spoil un peu la suite. J'ai effectivement laissé un peu les Sylvonaut de côté pour me mettre à jouer, voilà, les jeux mal aimés de la pile, quoi. Mais le problème, c'est que là, j'ai un nouveau proto au Bupin, qui est un jeu de plateau niveau. Et du coup, je suis parti sur... je vais le tester beaucoup, quoi. J'ai déjà fait 5 tests. Je pense que je vais en faire, à mon avis, au moins 10 ou 20 encore avant de freiner, quoi. Donc du coup, bon, mon écrémage va un petit peu prendre du retard. Bon, tant pis, je fais quand même le contenu. Ça reste intéressant, même si tu vois, dans ma propre entreprise, d'arrêter de jouer à mes doudous, j'ai un petit peu... j'ai un petit peu lâché l'affaire, enfin mis en pause et tout. Donc l'étape 2, une fois que tu as listé tes jeux laissés de côté, c'est de programmer le passage à l'action. Donc en fait, on va lire les jeux non lus. Éventuellement, ça veut peut-être dire différer tes lectures habituelles de médias passifs. C'est-à-dire que bah moi, j'ai une pile à lire de romans, voilà, de romans, de BD et tout. Bon bah évidemment, il y a aussi toute la lecture sur Internet, le doom scrolling, enfin tout ce que tu veux. Ça veut dire bon bah, je vais mettre ça en pause et je vais remettre des jeux de rôle sur ma pile à lire, quoi. Alors, ce qui marche aussi bien, c'est de programmer une partie du jeu avant de, tu vois, avant de lire, quoi. Donc, j'avais programmé un scénario Dragon de Poche. J'ai dit, bon, bah voilà, dans 15 jours, je vous fais un scénario Dragon de Poche. Je n'avais pas encore lu le scénario. Et du coup, bah, la partie approchant, j'avais pas le choix. Je m'étais engagé. Donc, du coup, j'ai dû lire le scénario, quoi. Bon, pas de bol, la partie a été annulée, mais c'était pas de mon fait. Mais ça marche. Ça marche bien, ça aussi. Parce que c'est vrai que c'est aussi un petit peu barbant, enfin, en tout cas moi personnellement, c'est un peu barbant de lire un jeu de rôle, sachant que tu n'as pas une échéance de partie en approche. Du coup, c'est plus difficile de s'engager dans la lecture. Et puis même si tu y arrives, tu te dis bah ouais, mais là j'ai lu un jeu, ça se trouve je vais pas y jouer avant 6 mois. Du coup, dans 6 mois, il faudra que je relise à nouveau parce que ce sera plus frais, quoi. Donc voilà, sans doute avant de lire, programmer des parties. Mais par contre, tu peux faire une lecture en diagonale pour te mettre dans la hype, ou éventuellement exclure les jeux décevants, quoi. Pour une lecture en diagonale efficace, je te recommande mon contenu, comment maîtriser un jeu de rôle sans l'avoir lu. Petit conseil aussi de Guillaume. Le recours aux sites spécialisés qui vont synthétiser les contenus des livres
comme le grog. C'est aussi un bon moyen d'appréhender un jeu. En plus, sur le grog, quand ça va bien, il y a des critiques. Donc, en cas de roulite compulsif chronique, la lecture de ce type de site, ça permet d'éviter les rechutes, au moins partiellement, quoi. Tu te hype pour un truc, tu vas lire la fiche grog, puis tu dis, oui, en fait, c'est pas ma cam. Du coup, ça t'évite un achat. Étape numéro 3, recruter. Donc, on est toujours dans remédier, hein. Donc bon, j'ai un peu, j'ai déjà un peu expliqué, mais grosso modo, faut bouleverser ton planning de jeu, donc tu annules les jeux doudou. Il faut chercher des joueurs. Euh, Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éventuellement, donc soit tu proposes, peut-être ce qui marche, soit tu proposes d'autorité, tu vois, j'ai un jeu de ta pile, tu te dis bon bah voilà, écoutez, on va jouer à Earthdawn, c'est ça ou rien, qui veut jouer? L'approche inverse, c'est comme tu as fait une liste de tes jeux par genre narratif, tu contactes une personne ou un groupe avec qui tu as envie de jouer, tu dis bah voilà les genres narratifs que je peux maîtriser, c'est lequel qui vous intéresse. Ah ok, vous voulez faire la Dark Fantasy, bon bah on va faire Symbaroum ou Chronique des Féales quoi. Et donc par exemple moi ce que j'ai fait c'est que une fois par semaine, je me programme de relancer mes contacts. En fait, il y a une demi-douzaine d'associations de jeux de rôle dans un périmètre, enfin dans mon département où je peux aller. Et donc plus des personnes que je peux aller jouer chez elles à domicile, quoi. Donc j'ai la liste, voilà, de tous mes contacts. Et puis une fois par semaine, je les relance. Et du coup, on se cale des créneaux. Et comme ça, j'ai grosso modo, généralement, au moins sur les 4 prochaines semaines, je sais où je joue avec qui, quoi. Et du coup, le fait que j'ai un planning, bah voilà, ça me botte le cul. Je suis obligé de jouer ces fameux jeux, quoi. Si du bon, moi je joue en présentiel maintenant, je pense que je t'ai déjà dit, mais je supporte plus jouer en ligne. C'est plus possible pour moi. Bon voilà. Mais si toi tu peux encore jouer en ligne, si c'est encore une solution qui est acceptable pour toi, eh ben envisage de recruter sur des serveurs spécialisés, quoi. Alors souvent ils t'interdisent de poster ailleurs, quoi. Mais si le serveur est bien achalandé, ça peut suffire. Ça t'évite la corvée du multipostage. Moi, ce que je faisais quand je jouais en ligne, j'allais sur, je sais plus, presque une dizaine de Discord pour dire voilà tel jour je propose tel jeu qui est intéressé et c'était un peu relou. Donc à refaire, peut-être que j'irai sur un serveur spécialisé où c'est vraiment il y a beaucoup de monde et même si je sais pas le droit de mettre ailleurs, bon bah je vais recruter. Autre option, ça peut être de vérifier s'il n'y a pas un Discord ou une communauté liée au jeu que tu veux maîtriser, tu vois. Bah, par exemple, si j'ai envie de jouer du Hearthstone, peut-être que j'irai voir, je sais pas, ça existe peut-être, enfin, on peut rêver, hein, qu'il y a un Discord Hearthstone, des gens qui sont maboules de Hearthstone, et donc je suis sûr que si je propose un one-shot, je vais trouver du monde qui a envie de jouer à Hearthstone, quoi. Et en plus, petit, petite cerise sur le gâteau, je peux avoir des joueurs qui ont une expertise sur Hearthstone, et qui du coup vont m'aider pour les règles, tu vois. Hein, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais moi je trouve ça très très bien quand les joueurs aident MJ sur les règles. Attends, je vais fermer la fenêtre parce que il y a un bébé, certes très mignon, mais qui fait du bruit. Voilà. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, évidemment, n'hésite pas des fois à recruter avant de dire le jeu, parce que ça donne une deadline pour lire, donc c'est pas mal. Ça pousse au cul, quoi. Étape numéro 4, toujours en remédie, c'est changer tes habitudes de jeu. Donc en fait, je pense que l'usual suspect, c'est quand même les campagnes longues. Euh, les campagnes longues, elles ont donc pour principal défaut de t'empêcher d'alterner de jeu. Après, désolé, mais les campagnes longues ont d'autres défauts. Il y a une inflation des règles en général, il y a une routine, un ennui, une perte de rythme qui se met en place. Les persos deviennent gros billes, ça peut être un peu embêtant à gérer. Et puis on se retrouve avec des PJ, mais voire des fusils avec des PNJ, tu sais, un peu Marissou, intuable et tout. Évidemment, quand à table, ils ont leur personnage,
ils ont 20 séances dans les pattes. Bah, tu sais que tu peux pas tuer leur perso parce que sinon ça va être le drame. Bon, bref. Et toi, en tant que MJ, t'arrives pas à tuer tes PNJ. Bon, bref. Donc du coup, il serait peut-être temps de lâcher un peu la campagne fleuve. Éventuellement, si tu aimes quand même faire des campagnes, tu peux proposer d'autres types de campagnes. Ce serait des campagnes multivers. Une campagne multivers, ben, en fait, tu vas pouvoir utiliser plusieurs jeux sur la même campagne. Donc, enfin, plusieurs multivers, plusieurs univers. Tu peux utiliser le même système, plusieurs univers. Mais pourquoi pas faire une campagne multijeu, quoi. Putain, j'ai l'impression que mon truc se met en pause. Bon, c'est pas grave. Et tu peux faire voilà des campagnes multijeux, des campagnes multisystèmes. Tu peux aussi faire des tables ouvertes. Tu peux tenter des pratiques à la Flay Snails. Flay Snails, en fait, c'est une espèce de système. Je sais pas si je donne juste des conseils. L'idée, c'est que tu vas faire un multivers qui est compatible avec tous les jeux OSR que tu as, tu vois. Donc du coup, tous tes jeux OSR, tu peux les jouer à Flay Snails et je dis n'importe quoi. Tu vas faire jouer une partie de Ultraviolet Grasslands. Euh, et puis en fait, les PJ, leur personnage d'Ultraviolet Grasslands, eh ben, ils peuvent le jouer après dans une partie qui est du Lamentation of the Flame Princess. Et voilà. Et en vrai, ça marche. Parce que tous les systèmes OSR, ils ont quand même un tronc commun système assez proche. Donc en fait, il n'y a pas de problème de mélanger des personnages qui viennent de plein de jeux OSR. Généralement, on s'en sort. Je crois qu'il y a un petit système de conversion quand même, mais bon, voilà, c'est très très léger. Il y a aussi Post-Mortem. Post-Mortem, c'est un vieux jeu. Et grosso modo, ça se passe dans une sorte d'enfer où se retrouvent tous les PJ décédés de différents jeux, quoi. Donc, pourquoi pas utiliser Post-Mortem comme prétexte pour utiliser des jeux que t'as jamais fait. Donc voilà, il y a cette idée que tu peux faire cohabiter des PJ issus de différents jeux. Mais bon, ça c'est un peu bizarre comme approche. J'ai commencé un peu par une approche très exotique. Je pense que l'approche la plus simple, voilà, pour entre guillemets purger ta bibliothèque, c'est de mettre en place des one-shots ou des campagnes courtes. Donc tu peux envisager comme ça, tu peux envisager de te séparer d'un jeu après une seule partie. Alors, je sais que ça fait un peu du gaspillage. Je comprends que ce soit un peu un truc de riche, de dire moi j'ai acheté un livre de jeu, je vais faire une partie, et après je me sépare du livre, je comprends. Après, du coup, de toute façon, quand je m'adresse aux personnes qui ont trop de livres, je m'adresse à des personnes qui, du coup, ont les moyens, quoi. C'est, à nouveau, je te dis bien, c'est un problème de riche. Même si, honnêtement, moi j'ai un budget, en réalité, j'ai un budget à achat jeu de rôle quand même assez serré. J'achète, en gros, pendant longtemps, je dis que j'achetais qu'un livre par an. J'ai un tout petit peu augmenté, allez, peut-être je suis à 3 livres par an maintenant. Mais en fait, je fais plus de 3 acquisitions par an. C'est-à-dire que on m'offre aussi quand même beaucoup de jeux euh, assez facilement en convention aussi. T'as des tombolas ou des lots, mais des fois même gratuits. Donc je me retrouve avec des lots, enfin voilà. Et donc, même, ben, je te rappelle, voilà, en fait, moi je vis en dessous du seuil de pauvreté, hein. Mes revenus, c'est 200 euros par an, par mois. Et j'ai quand même trop de livres. Donc, en fait, mais après, du coup, il y a cette idée que, pour moi, un livre, ça doit circuler, en fait. Bon, bref. Tu peux aussi jouer des jeux sans l'avoir lu. C'est ce que j'ai fait avec Mindjammer, hein. Je n'ai jamais lu Mindjammer en intégralité. Bon, je t'ai déjà expliqué dans un contenu dédié comment j'ai fait. Mais j'ai fait quand même 4 one-shots. Non, 4. J'ai fait 6 one-shots de Mindjammer. Alors que j'ai jamais lu le jeu, quoi. Et c'était top. Il y a bien sûr l'option de jouer plus souvent. Bon, bah, ça, c'est si tu peux, quoi. C'est une organisation. Mais ce truc-là de purger ta bibliothèque, ça peut être un projet qui te motive
à organiser plus de parties ou à être plus souvent animateur, facilitateur, animateur, facilitateur, quoi. Et donc, par exemple, bah, tu peux t'inscrire en convention et tu dis, bon, bah, sur un week-end, je propose 4 jeux différents, quoi. Du coup, j'ai 4 jeux à apprendre, je démote 4 jeux. Tu vois, déjà, en un week-end, t'as déjà bien progressé, quoi. Bon, on arrive sur la dernière approche par rapport à l'océan. Donc, il y avait accepter, se dire, c'est pas grave, c'est pas grave, ma bibliothèque s'est remplie, c'est comme ça. Et la deuxième approche, c'était remédier, se dire, bah, ok, j'ai trop de jeux, je vais les jouer. Voilà. La dernière approche, c'est désherber. C'est-à-dire, tu as fait ta liste de jeux, tu réalises en fait que tes ambitions de jeu sont irréalistes, ou que tu manques de place pour stocker. Moi, je commence aussi à avoir ce problème. Là, voilà. Du coup, tu vas pointer les jeux que tu n'auras jamais l'occasion de jouer. Alors, c'est quoi un jeu que tu n'auras pas l'occasion de jouer? Il y a plusieurs raisons. Soit le jeu te plaît plus ou t'as jamais plu, tu vois. En fait, des fois, t'as gagné un jeu en lot ou on t'a offert, tu le gardes pour pas gaspiller, mais en fait, t'as aucune envie d'y jouer. Il y a aussi des jeux où malheureusement tu penses pas trouver de joueurs. Euh, Bah, honnêtement, tu vois, les jeux de... Tiens, si, je prends par exemple dans mon cas précis, c'est tous les jeux expérimentaux. Donc là, ce tombeau sera votre. Bon, c'est un jeu solo, pas un mauvais exemple. Bon, bref, les jeux expérimentaux, bah évidemment, le panel de joueurs à qui je peux proposer sans que ça crache, il est un peu plus réduit. Et en plus de ça, ce qui est marrant, c'est que je connais, tu vois, si tu veux, des groupes de joueurs, je sais que je peux leur proposer de l'expérimental, mais du coup, ces groupes-là, ils m'ont représenté, allez, j'ai n'importe quoi, 20% de, voilà, 20% de mon temps de jeu se fait avec des joueurs avec qui on peut proposer de l'expérimental. Mais du coup, j'ai beaucoup trop de jeux expérimentaux à leur faire tester. Donc, même comme ça, je vais pas réussir à écrémer mes jeux expérimentaux. Tu peux avoir aussi des trucs, des jeux qui font doublon. C'est pour ça que c'est important de faire par genre narratif ou éventuellement par forme, c'est-à-dire OSR, tradi, story game, tu vois. Tu vas te rendre compte que, voilà, en Dark Fantasy, par exemple, j'ai Chronique des Féales, j'ai Symbaroum. Bah, est-ce que j'ai besoin d'avoir 2 jeux de Dark Fantasy? C'est pas sûr, en fait. Parce que je devrais pas m'en séparer d'un. Éventuellement aussi, je pense que la première étape du désherbage, c'est renoncer aux PDF. Surtout les PDF qui sont longs, quoi. Tu vois un PDF qui fait 10 pages, il y a quand même des chances que je puisse le faire jouer. Enfin, c'est-à-dire, je fais assez souvent jouer des PDF courts. Après, le problème, c'est que j'en ai beaucoup, beaucoup trop, quoi. Même les PDF courts, genre, je suis sûr que si j'ai un calcul du temps de jeu que ça représente, ce serait hallucinant. Mais alors, les PDF longs, tu vois, si t'as un jeu en PDF de 300 pages, la probabilité que tu l'imprimes ou que tu le lises sur écran, elle est quand même très faible. Bon, après, je connais des rôlistes pour qui c'est totalement l'inverse, qui lisent les jeux de rôle sur tablette et qui ne lisent pas du tout de jeux papier. Mais voilà, ces personnes-là sont plutôt minoritaires encore actuellement. Je pense qu'on est beaucoup à, dès qu'il s'agit d'un jeu un peu épais, en fait, ouais, on a le PDF sur notre disque dur, mais tant qu'on n'aura pas le livre physique, on va pas le lire. Donc à la limite, dis-toi, bah, tout ce qui est en PDF, tu renonces, tu dis j'y jouerai jamais. Bon, et puis pourquoi pas, soyons fous, un bon petit coup de dilette là-dessus, puis on n'en parle plus, quoi. Bon, je suis pas prêt à ça encore. Je me dis, bon, bah, voilà, ça prend quelques gigas sur mon disque dur, bon, tant pis, je les laisse, mais c'est un peu pour archive aussi, parce que des fois, les jeux que tu as récupérés sur internet, après ils sont plus dispo et tout. Mais bon, je suis assez conscient qu'il y a beaucoup de ces jeux que je jouerai jamais.
Est-ce que tu dois faire des livres physiques auxquels tu renonces? Eh bien, il y a plusieurs options. Tu peux offrir à des copains, tu peux offrir à une convention, comme ça c'est pour leur tombola par exemple. Tu peux offrir à une asso, secteur. Le téléphone est à court de batterie, j'ai dû rebrancher sur le secteur, désolé. Donc, on poursuit la vidéo, sans plus de transition, avec un petit changement de setting. Donc, tu peux offrir, comme j'ai dit, des jeux à une association. L'intérêt, c'est que, bah, du coup, tu peux les réemprunter. Et pareil, si tu offres à une médiathèque, le même intérêt, tu peux réemprunter. En plus, euh, bah, les médiathèques, si tu veux, apprécient d'avoir un fonds de jeux de rôle, mais souvent, les personnes qui gèrent la médiathèque connaissent pas bien. En plus de ça, la plupart des jeux de rôle sont pas faciles à commander pour une médiathèque, parce que les médiathèques peuvent pas commander n'importe comment et tout, selon les moyens de paiement, les sites, enfin bref, c'est pas simple pour eux. Donc, bah, ils sont très contents quand on leur offre des jeux, quoi. Et puis tu peux les récupérer, tu peux les réemprunter, donc c'est win-win. Pense aussi aux boîtes à livres. C'est peut-être l'occasion de créer de nouveaux rôlistes. Bon, c'est vrai que si tu mets un jeu de rôle dans une boîte à livres, peut-être que personne ne va jamais le prendre. Parce que, mais peut-être que quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle va dire, tiens, c'est quoi ce truc bizarre? Il va lire et puis il va peut-être semer comme ça le virus rôliste par la boîte à livres. Bien sûr, bah, t'as la revente, hein, ça te permet de récupérer un peu d'argent. Et puis, bah, quelque part, tu maximises la chance que le livre revienne à quelqu'un que ça intéresse vraiment, hein. Parce que bon, évidemment, tout ce qui est asso, médiathèque, boîte à livres, bah, c'est plus aléatoire, quoi, hein. Oui, le jeu va être dans la médiathèque, ça se trouve, il va jamais être emprunté et tout. Après, t'as pas une garantie que ce soit joué pour autant, parce que ça se trouve, en face de toi, sur eBay, la personne qui te rachète ton jeu, elle a elle est comme toi, elle souffre de la même collectionnite, et donc le jeu, il va juste changer d'étagère où il prend la poussière, mais bon, voilà quoi. Et du coup, bah, Guillaume Rio aussi propose de faire des échanges. Ça peut être intéressant, effectivement, entre deux collectionneurs. On va peut-être se rendre compte que on veut pas se débarrasser des mêmes jeux et que le jeu dont ton ami veut se débarrasser, c'est le jeu dont toi tu rêves, et puis du coup, c'est pareil, c'est win-win. Donc, je te propose de, pourquoi pas viser à te constituer une bibliothèque minimaliste. Alors, bon, perso, j'en suis pas du tout là, mais j'ai vu certains aller vers, voilà, la bibliothèque jeu de rôle minimal, la bibliothèque idéale, épurée, quoi. Donc, je vois un peu comment on fait. Cet idéal dans une bibliothèque minimaliste, l'idéal ce serait d'avoir un jeu par genre narratif et ou un jeu par genre ludique. D'ailleurs, voilà, je veux un jeu OSR, je veux un jeu tradi, je veux un jeu story game, pourquoi pas, je veux un jeu d'horreur, un jeu de spécialiste, un jeu épique. Enfin voilà, tu essayes d'avoir un jeu par catégorie et du coup s'il y a des doublons, bah on est crème. Et si tu envisages de repeupler plus tard ta bibliothèque, or, j'ai oublié de préciser, mais dans cette idée-là, évidemment, dans cette bibliothèque minimaliste, les El Famoso jeux génériques ont toute leur place. Si je prends par exemple DK System, bah mine de rien, DK System, euh, c'est un jeu générique très efficace dans le sens où je dirais que de base, c'est quand même plutôt un jeu épique. Il suffit de resserrer un peu plus les boulons pour que ce soit un jeu de spécialiste. Et puis si tu peux très facilement en faire un jeu d'horreur. C'est très très facile. Donc un jeu comme le DK System, je connais moins bien les autres jeux génériques, donc je peux pas te dire. Mais un jeu comme le DK System, il a vraiment toute sa place dans une bibliothèque minimaliste. Sans doute beaucoup plus que GURPS, hein. Parce que GURPS, en fait, enfin, je suppose que t'as un livre de base de GURPS, après t'as 15 000 suppléments et tout. Donc du coup, est-ce que GURPS c'est vraiment un jeu générique, ou est-ce que c'est pas un moteur pour plein de jeux, tu vois, au bout d'un moment, quoi. DK System, voilà, et t'as un bouquin, c'est très très versatile.
Je dirais que à la limite, pour du tradi, DK System, peut-être que je pourrais ne garder que le DK System, tu vois. Si tu envisages de repeupler plus tard ta bibliothèque, bah, privilégie des scénarios sans règles ou des univers système agnostiques, c'est-à-dire des univers sans règles. Ou éventuellement, tu vois, des encyclopédies d'univers. Euh, Parce que l'avantage, c'est que tout ce qui est sans règles, matériel sans règles, bah, est beaucoup plus facile à jouer, quoi. Parce que t'as pas besoin de réapprendre un nouveau système. Tu vas utiliser ton système préféré, tu vas mettre en place le jeu sans règles. Tu vas mettre en place le scénario ou l'univers, quoi. Ou encore, tu peux te donner pour principe d'attendre, d'avoir casé une date avec un groupe pour acheter le jeu que t'as proposé, quoi. C'est un peu la variante de j'attends d'avoir casé une date pour lire le jeu. C'est, je sais pas, je vais trouver un exemple. Bah, tu vois, un jeu qui me fait quand même de l'œil, c'est Notre Crépuscule de Melville. Je pense que c'est un très beau jeu. Bah, peut-être que je vais d'abord, je sais pas moi, caler une date avec un groupe pour dans, mettons, 2 mois. Voilà, je me trouve un groupe, je dis dans 2 mois on joue à Notre Crépuscule. Moi, du coup, maintenant que la date est calée, j'ai 2 mois pour acheter le jeu, le lire, et c'est bien, quoi. Plutôt que, alors qu'on fait généralement l'inverse. On achète le jeu, puis on se dit plus tard, je chercherai un groupe. Bon, voilà. T'as aussi toujours l'option des kits d'intro gratuits avant de craquer pour une gamme. Je pense que ça, j'y viendrai de plus en plus, quoi. Cette idée de, voilà, par exemple, là, j'ai envie de jouer à Dune, le jeu de rôle, là. Bah, déjà sur Internet, il y a le kit d'intro, quoi, qui est gratuit en plus. Je vais faire une partie du kit d'intro. Ici et seulement si la mayonnaise prend avec ma table, bon, bah là, j'achèterai le jeu, quoi. Petit rappel, et ça devrait encore réfréner ta pulsion d'achat, je te rappelle que en réalité, t'as pas besoin de jeu. Donc je te renvoie mes contenus, comment adapter un roman en jeu de rôle, c'est-à-dire que tu prends n'importe quel roman de ta bibliothèque, tu peux faire une partie dedans. Et aussi, le contenu, tu n'as besoin qu'un des 6, un des 20 et ton cerveau pour jouer. Tu n'as même pas besoin d'un livre de règles, quoi. Et donc, bah du coup, vraiment, est-ce que c'est vraiment utile d'acheter des jeux, en fait, une fois que tu as atteint une capacité à temps passé, quoi. Bien sûr, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je suis bien conscient que ça nécessite de l'entraînement, ça nécessite un état d'esprit particulier. Mais bon, j'ai essayé de te vulgariser ces approches-là, donc peut-être que tu peux aussi l'envisager. Te dire, je sais pas, ah franchement, j'ai vraiment trop envie, j'ai vu la série Trône de Fer, j'ai lu les bouquins, j'ai vraiment trop envie de faire une partie dans Trône de Fer. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le jeu de rôle Trône de Fer? Je sais pas s'il y en a un, mais je suis pas sûr qu'il y en a un. Bah peut-être pas en fait. Ça se trouve, t'as déjà assez. En fait, dis-toi que si t'as vu si t'as vu la série, si t'as lu les bouquins, tu connais sans doute déjà bien assez la vibe du Trône de Fer pour jouer dedans. T'as pas besoin d'acheter un jeu. Euh, Peut-être pas, quoi. Bon, allez, on se laisse. Promis, prochaine vidéo, j'aurai une voix normale. Et le prochain contenu, ça va être les mécaniques. On va parler des mécaniques de jeu. Il y aura probablement pas mal de grosses théories. Mais aussi des trucs plus pratico-pratiques. Je suis pas sûr. Je crois que le premier contenu de la série, ça s'appelle Les règles ne servent qu'à faire joli. C'est un petit peu complémentaire avec le tas d'illusions qu'on avait abordé là il y a pas longtemps. Mais t'inquiète pas, il y aura aussi de nouvelles choses. Allez, ciao!